Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons attaquer la deuxième partie du chapitre 2, toujours sur la cinématique relativiste des interactions. Dans cette partie, nous allons particulièrement travailler sur ce qu'on appelle les variables de Mandelstam, qu'on va définir et regarder en détail. Donc pour commencer, en fait, je vous ai fait une représentation spatiale, si vous voulez, d'une interaction à quatre corps. C'est-à-dire qu'en fait, on a quatre particules de masse différentes, M1, M2, M3, M4, de telle façon que M1 et M2 sont les particules initiales avant interaction, et puis M3 et M4 sont les particules finales après interaction. Donc bien évidemment, là, moi, l'exemple que j'ai donné, c'est une interaction de collision. C'est-à-dire que les deux particules M1 et M2, ils se dirigent l'une vers l'autre avec des vitesses données, donc ils ont des quantités de mouvement P1 et P2. Ils font une collision entre elles, et puis on a une production de deux particules M3 et M4 avec des moments P3 et P4. D'accord? Donc ça peut inclure beaucoup de choses. Hein. Donc ça peut être les mêmes particules après qui font collision, disons, élastique, et puis qui partent dans d'autres directions et sens avec d'autres quantités de mouvement, mais les masses sont les mêmes, ou ça peut être une production de deux types différents de particules. Donc ça peut inclure beaucoup de choses. Ça aussi s'applique sur des conditions, par exemple, de fission. Pas nécessairement en fait qu'on a deux masses. On peut avoir une masse qui se déclenche après. Donc ça sera une interaction en trois corps. En tout cas, ça c'est représentatif. Et tout ce qu'on va voir plus tard, ça s'applique à tout type de réaction entre des particules subatomiques. Ce qui est important, c'est que n'importe quelle interaction, elle doit respecter deux règles fondamentales. La première règle, on la connaît très bien depuis très longtemps, c'est que la quantité de mouvement ou l'impulsion, donc P, doit être conservée, c'est-à-dire avant et après pour un système isolé, la quantité de mouvement est conservée. Donc P avant, si vous voulez, égale P après. Et puis la deuxième chose, maintenant qu'on travaille aussi et qu'on connaît les conditions relativistes et des choses, ben, si on a des changements de repères, il faut qu'on a une invariance de Lorentz, c'est-à-dire qu'on puisse passer d'un repère à l'autre d'une façon covariante ou invariante. Donc pour satisfaire à ces deux conditions, on définit ce qu'on appelle les variables de Mandelstam. Donc ce sont des variables qui permettent, si vous voulez, d'assurer la conservation de l'impulsion tout en ayant des invariances de Lorentz. Donc on a nécessairement besoin de travailler avec des quadrivecteurs. D'accord? Parce qu'on connaît que le produit scalaire des quadrivecteurs est une invariance de Lorentz. Et puis si on utilise particulièrement le quadrivecteur impulsion, ben, on peut travailler sur la conservation de l'impulsion avec ça. Donc, les invariantes de Lorentz, on peut les définir comme des quantités indépendantes du repère. Donc ça va être des variables, des expressions qui auront les mêmes valeurs numériques, hein, si vous voulez, ou les mêmes valeurs finalement, dans n'importe quel repère, parce qu'ils sont invariants de Lorentz. Et puis on a plusieurs repères, on va en parler tout à l'heure, par exemple le repère du cible fixe, le repère de centre de masse, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis voilà, le quadrivecteur impulsion, le quadri-impulsion est conservé dans une réaction, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Mandelstam a défini trois variables qu'on va voir, il s'appelle S, T et U. D'accord? Donc là, l'exemple, c'est comme ce que j'ai dessiné avant, mais il combine tout en même temps. Donc on a en fait deux particules de moment P1 et P2, ou de quadrivecteur impulsion P1 et P2, qui entrent en collision et puis qui produisent les deux particules P3 et 4 avec les quadrivecteurs impulsion P3 et P4. D'accord? On va regarder. On va commencer avec le quadrivecteur impulsion, donc si vous voulez c'est en rappel. Dans toute la suite de cette présentation, P, comme ça écrite en petit si vous voulez, sans vecteur, ça représente un quadrivecteur impulsion. Donc le quadrivecteur impulsion comporte une partie temporelle, E, et une partie spatiale, P.
P vecteur. Donc P en bold comme ça, en gras, c'est vecteur. Alors vous pouvez me dire, mais nous on a vu déjà que c'était E sur C. Eh bien, on travaille toujours, même si ce n'est pas noté nécessairement, on travaille avec le système d'unité naturelle. Et c'est ce qu'on a parlé dans le premier chapitre. Donc C égale à 1. D'accord? Donc vous voyez là, donc les parties temporelles c'est E, I, bon, I pour dire pour une particule donnée, Px, Py, Pz. D'accord? Donc dans le système, ou dans le cas à 4 particules ou 4 corps, bah, I c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 pour définir chaque particule. Donc le produit scalaire de ce quadrivecteur, si vous voulez, c'est P mu, P mu. Mais ici, par notation, on l'écrit P au carré avec P, sachant que P est un quadrivecteur. C'est PI, PI, donc ça c'est P mu, P mu. C'est la même chose. Donc c'est le carré de la partie temporelle moins le carré du produit scalaire de la partie spatiale. Ça vous connaissez. Bien sûr, je rappelle, C qui était ici est parti parce que c'est égal 1 dans le système Sun. Et bien ça donne M au carré. Alors, je répète, dans le chapitre 2, dans la première partie, nous avons démontré que P mu égale M2, C2. Mais C2 égale à 1, donc on ne l'écrit pas. Donc, P mu, qui est P au carré du quadrivecteur impulsion, égale M au carré dans le système Sun. Pour chaque particule. Ça, on n'a rien de nouveau là. Donc, c'est juste, maintenant, on va travailler avec ce qu'on a appris dans la première partie de ce chapitre 2, donc la vidéo précédente. Il faut se rappeler de ça, il faut garder en tête pour passer à la définition des variables de Mandelstam. Donc Mandelstam a défini ces variables et vous allez voir que ces variables-là, bah, ils sont des invariants de Lorentz et du coup on va pouvoir les calculer pour n'importe quel repère. Il a défini S comme étant soit P1 plus P2 quadrivecteur au carré, soit P3 plus P4 quadrivecteur au carré. C'est ça la variable de Mandelstam S. Donc si vous vous posez la question, ben c'est quoi S? C'est soit ça, soit l'autre, parce qu'ils sont égaux. Donc moi j'ai noté ici, juste pour que vous, trouvez le pattern des choses. Donc S, c'est la somme des quadrivecteurs impulsion avant la collision, donc des particules initiales élevées au carré, ou bien la somme des quadrivecteurs impulsion des particules après interaction, donc des produits élevés au carré. Alors que T et U sont différentes. En fait, T, c'est, on prend une des particules d'après, donc P3, et puis on retranche P1, donc P3 moins P1 au carré, qui est égal soit P4, donc la deuxième particule, moins P2, la deuxième particule d'avant. Donc c'est la première particule après collision, quadrivecteur impulsion, moins le quadrivecteur impulsion de la première particule avant interaction. Ou bien le deuxième quadrivecteur de la deuxième particule après interaction, moins le deuxième quadrivecteur de la deuxième particule avant interaction. Bien sûr au carré. Ça c'est T. U, on change, c'est-à-dire qu'on garde, on prend le premier particule, le quadrivecteur de la première particule après interaction, moins le quadrivecteur de la deuxième particule avant, qui est égal à quadrivecteur impulsion de la deuxième particule après interaction, moins le quadrivecteur de la première particule avant. Bon, c'est vrai que, bon, en le disant comme ça peut paraître une amalgame, mais c'est la définition. Hein. C'est la définition, c'est-à-dire, quelque part, vous devez, si vous voulez, les savoir. Pour l'instant, pour vos examens, vous devez les connaître. Mais moi, avec cette histoire de avant et après, je vous donne une clé pour faciliter pour certains la façon de les connaître. C'est tout. D'accord ? Mais ça, c'est les variables de Mandelstam et on va voir comment on va les utiliser. On va les calculer. Donc là, je vous mets le résultat sans faire le calcul. Le calcul va être présenté dans d'autres slides après.
Donc commençons par la première, S qui est égal à P1 plus P2 au carré, avec P1 et P2 étant des quadrivecteurs. Donc ça, si on fait le carré, c'est le quadrivecteur P1 au carré plus le quadrivecteur P2 au carré plus 2 fois P1 quadrivecteur P2 quadrivecteur. Qu'est-ce que c'est P1 quadrivecteur P2 quadrivecteur produit scalaire? C'est P mu P mu. C'est P1 mu scalaire P2 mu. Donc il faut faire ici la convention d'Einstein. Mais P1 au carré du quadrivecteur, donc on revient sur les slides, on a vu que ça c'est M au carré. Donc P1 au carré c'est M1 au carré, P2 au carré c'est M2 au carré. Et là 2 ça reste P1, P2 quadrivecteur produit scalaire, donc P1 mu, P2 mu, c'est E1, E2, donc la partie temporelle, moins produit scalaire de la partie spatiale de chacun de ces deux vecteurs. Donc quand ça c'était P1, P1, donc P1 mu, P1 mu, regardez, quand on avait P1 mu, P1 mu, ou PI mu, PI mu, on avait EI carré moins P vectoriel carré. Parce que les deux sont le même I là. Mais si c'est P1, P2, eh ben on a E1, E2 moins P1, P2. Ben pareil si on avait mis P3 plus P4. Parce que la définition de S, ça peut être aussi P3 plus P4. Donc on obtiendra la même chose. Donc ici on a M1 carré plus M2 carré plus ça. Ou bien M3 carré, M4 carré plus ça. Donc, tous les deux là sont égaux à S. D'accord? C'est simple quand même. T, pareil, hein, P3 moins P1 au carré, c'est la même chose, sauf que ça donne moins. Pareil pour 4. Et là, U, c'est aussi la même chose. Donc, il suffit juste de connaître ça, de connaître ces expressions-là. Et puis le calcul, après, c'est simple. D'accord? Donc, n'oubliez pas, comment on a obtenu ça? Ben, c'est parce que P3 carré plus P1 carré moins 2 P3, P1. A moins B au carré, c'est A2 moins B2. A2 plus B2 moins 2AB. D'accord? C'est tout. Et ça vient du produit scalaire du quadrivecteur P3, P1. D'accord? Voilà. Alors, c'est quoi l'avantage de définir les variables de Mann-System? C'est qu'en fait, ils sont des invariants de Lorentz. Pourquoi? Parce que tout est invariant de Lorentz. La masse est invariant de Lorentz. Produit de l'énergie et le produit. Donc ça c'est un produit scalaire de deux vecteurs, de deux quadrivecteurs. Ça c'est un produit scalaire de deux quadrivecteurs. Et le produit scalaire de deux quadrivecteurs est invariant de Lorentz. Donc la somme des invariants de Lorentz qui sont la masse et le produit scalaire de deux quadrivecteurs est une invariante de Lorentz. Donc S, T et U sont invariants de Lorentz. C'est-à-dire si je calcule S, T et U dans un repère, et maintenant je passe dans un autre repère pour regarder les cinétiques de ma réaction, ben les valeurs de S et T et U que j'avais déjà trouvées dans l'autre repère, je peux juste les utiliser parce qu'ils seront les mêmes. C'est ça l'idée. Et vous allez voir ça tout à l'heure. Donc là, je réponds peut-être à une question, si vous voulez, à un certain nombre de questions. Pourquoi les variables de Mann-System? Pourquoi finalement? Ça devient redondant maintenant, mais c'est écrit comme ça, vous l'avez noir sur blanc. Ben déjà parce que les particules peuvent avoir des vitesses relativistes. Donc vous connaissez bien que dans la physique subatomique ou dans la physique des particules, on parle de protons ou d'électrons ou de particules qui sont accélérées à des vitesses énormes dans des accélérateurs, qui vont venir taper sur d'autres particules et créer beaucoup d'autres particules, d'accord? Donc on a des vitesses relativistes. Et parce qu'on cherche à avoir des expressions qui ne changeront pas nos calculs de la cinématique d'une interaction si nous changeons le repère. C'est ce que je viens de dire. Et puisqu'il y a plusieurs repères dans lesquels on peut faire nos calculs. La question qui peut se poser, mais quels sont les repères dans lesquels nous pouvons faire le calcul? Qu'est-ce que je veux dire, on a plusieurs repères? Eh bien en fait, c'est une question de commodité, mais c'est intéressant de l'utiliser, de le savoir. C'est qu'on a deux repères fondamentales. On a le repère, ce qu'on appelle le repère d'impulsion nulle ou le repère de centre de masse. C'est le repère où en fait on prend les quantités de mouvement ou les quadrivecteurs impulsion de toutes les particules de telle façon que la somme totale est égale à 0. Pourquoi la somme totale est égale à 0? Parce que la quantité de mouvement est conservée, c'est-à-dire P1 plus P2, ça va être égal à P3 plus P4. Sinon, il y a
non-conservation de la quantité de mouvement, il y a une faute. La loi physique est connue et valable partout. La quantité de mouvement doit être conservée. Donc dans un repère dans lequel on considère toutes les quantités de mouvement des particules, donc on considère que toutes les particules sont en mouvement par rapport à ce repère-là, eh ben, on l'appelle centre de masse ou impulsion nulle parce que la somme de l'impulsion, la somme des quantités de mouvement va être zéro. Et chacun de ces particules possède une quantité de mouvement ou un quadre vecteur impulsion. Ça semble logique, hein, ça semble normal. Mais il y a aussi un autre truc qui est aussi intuitif et aussi normal, qui est le repère de la cible fixe. En général, et c'est une question de convention, bien que ça a l'air intuitif, mais c'est une convention. En général, on associe le repère de laboratoire au repère de la cible fixe. C'est-à-dire, on considère qu'on est dans un laboratoire où on a une particule qui est fixe et on a une autre particule qui vient avec une quantité de mouvement taper cette particule fixe. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais en général par convention. Donc dans ce repère-là, on s'est placé dans un repère dans lequel l'une des particules est considérée fixe. C'est-à-dire on est dans le repère de cette particule fixe qui est la cible. C'est pour cela qu'on l'appelle le repère de la cible fixe. Dans ce schéma-là, la cible fixe, c'est la même interaction, hein, même collision, sauf qu'on est en train de le voir maintenant du repère de la particule 2, donc qui est considérée fixe. Eh ben, elle va voir la particule 1 avec une quantité de mouvement P1 venir vers elle, elle va le taper, et puis ça va donner deux particules P3 et P4. Donc il y a une PJ, il y a une particule qui possédera dans ce repère une quantité de mouvement initiale égale à 0. D'accord? Dans ce cas-là, c'est la deuxième particule qui est considérée comme la cible. Donc si on vous donne dans un exercice, par exemple, un proton considéré comme cible, et puis on vous demande de calculer les choses dans le repère de la cible fixe, et vous connaissez maintenant que puisque on a donné par exemple que ce proton est la cible, et donc dans le repère de la cible fixe, ce proton possédera une quadrivecteur quantité de mouvement égale à 0 avant collision. D'accord? Très bien. Maintenant, on va voir les détails de calcul qu'on a fait avant. Regardez. Dans le repère du centre de masse, donc je vais faire le calcul dans le repère de centre de masse, puis dans le repère de cible fixe, de la cible fixe. Dans le repère centre de masse, ce qu'on va faire, notre but, quand on dit qu'on va étudier le cinématique des interactions, on cherche à savoir les énergies des particules, comment on dit ça en français, involved, donc qui contribuent, si vous voulez, à cette interaction, à cette réaction, c'est-à-dire les particules initiales et les particules produites finales. On va chercher leurs énergies et on est intéressé aussi à savoir leur quantité de mouvement. Si on connaît ça, on a une bonne idée du cinématique de cette réaction. Donc dans le repère de centre de masse, et dans le cas d'une interaction à quatre corps, comme c'est le cas qu'on utilise, on rappelle que l'énergie d'une particule, l'énergie relativiste, est donnée par racine carrée P2C2 plus M2C4, si vous vous souvenez de ça. Je vais essayer de l'écrire. L'énergie relativiste est généralement l'énergie totale relativiste, c'est la relation d'Einstein, est donnée par la racine carrée de P2C2, P2 vecteur, hein. C'est pas côté vecteur dans cette expression, P2C2 plus M2C4. Donc dans le système Sun, les C sont égales à 1. Donc en fait cette expression s'écrit racine carrée de P2 plus M2. D'accord? Et c'est justement ce qui est écrit ici, mais élevé au carré. Donc, l'énergie d'une particule I, dans le repère de centre de masse, au carré, c'est P
quantité de mouvement vecteur spatial de cette particule au carré, plus la masse de cette particule au carré. Et bien les quantités dynamiques, donc des particules, les énergies de chaque particule, seront données par ces expressions-là. E1 est égal à S plus M1 carré moins M2 carré sur 2 racines carrées de S. E2 aussi. Après vous allez me dire, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va les mémoriser? Non. On va pouvoir les calculer. Et leur calcul, vous en êtes responsable. C'est-à-dire, je peux vous demander, en fait, dans l'examen, de me trouver ces expressions-là. Mais comment? Ben, je vais vous montrer. On a aussi les possibilités de calculer le module de la quantité de mouvement. En fait, la quantité de mouvement d'une particule, en termes de module, c'est les deux particules 1 et 2 possèdent des quantités de mouvement égales en module. Bah, pourquoi? Parce que c'est comme ça le problème de réaction à quatre corps. C'est-à-dire on considère qu'on a deux particules de masse différentes, mais qui viennent l'une vers l'autre de telle façon que leurs quantités de mouvement sont égales, mais de signe opposé en termes de vecteurs. Et ça, c'est donné par cette expression-là, lambda, qui est fonction ici de S, M1 carré, M2 carré sur 2 racines carrées de S. Donc lambda, c'est donné par cette expression. La fonction lambda des variables x, y, z, c'est x carré plus y carré plus z carré moins 2x, y moins 2xz moins 2y, z. Donc c'est une définition mathématique. Et on va voir tout à l'heure comment ça s'applique ici. Donc quand je dis par exemple, vous allez la voir, je ne vais pas rentrer en détail mais maintenant, mais quand je dis lambda, la fonction lambda, fonction de s, m1 carré, m2 carré, donc au lieu de x, vous avez s, au lieu de y, vous avez m1 carré, au lieu de z, vous avez m2 carré. On peut démontrer aussi que l'énergie des particules après, dans le repère de centre de masse, E3 est donnée par cette relation S, M3 carré moins M4 égale S. Pareil pour la particule 4. Et on peut aussi montrer que P', donc c'est la quantité de mouvement après collision, que aussi les deux modules sont égales, des vecteurs quantité de mouvement, et ils sont liés ensemble, sont égales à cette expression-là, où maintenant lambda est fonction de S, M3 au carré, M4 au carré, qui sont les masses des particules finales. Voilà. Comment on va calculer tout ça? Et voilà, le détail de calcul. Donc là, on est dans le repère de centre de masse, donc je vous rappelle ça avec ce schéma-là. Donc d'abord, dans le repère de centre de masse, on a cette relation qu'on vient de voir, et on a S qui est égal P1 plus P2 au carré. Donc moi, je les ai écrits comme ça pour dire que ça, c'est un quadrivecteur. D'accord? Et donc, si vous voyez bien, la somme au carré de deux quadrivecteurs, donc imaginez en fait que P1 quadrivecteur plus P2 quadrivecteur, leur somme c'est un quadrivecteur. Et au carré, donc un quadrivecteur élevé au carré, c'est son produit scalaire qui est égal à la partie temporelle élevée au carré moins la partie spatiale élevée au carré. La partie temporelle de la somme de P1 et P2, c'est E1 et E2. Et la partie spatiale de P1 et P2, c'est P1 vecteur plus P2 vecteur. D'accord? Voilà. Et bien, puisque P1 et P2 sont égales en valeur, ils sont opposés en vecteur, donc la somme vectorielle est égale à 0. Donc ce qui reste, S égale E1 plus E2, toujours dans leur repère de centre de masse, hein, élevé au carré. Donc ça, c'est l'expression alpha. Maintenant, si on met cette expression alpha au carré, donc ça c'est quoi? C'est E1 carré plus E2 carré plus 2 E1 E2. Regardez, E1 carré plus E2 carré plus 2 E1 E2. Mais par contre, E2 au carré, c'est P2 au carré plus M2. Vous allez me dire, mais comment vous avez cherché ça? Et bien ça se cherche à partir, de nouveau, de l'expression relativiste. Souvenez-vous que, en fait, E au carré d'une particule, n'importe quelle particule, c'est P2C2 plus M2C4. C'est P2 vecteur
C2 plus M2 C4. C'est l'équation relativiste d'Einstein. Mais on est toujours dans le repère, enfin avec les unités naturelles. Donc les C partent égale à 1. Donc on a P2 plus M2. Donc la particule E2, son énergie au carré, son énergie totale relativiste, est donnée par P2 au carré de cette particule plus M2. Cm, c'est toujours pour rappeler qu'on est dans le repère centre de masse. Or, P2 au carré, ça donne le module du vecteur P2. Or, le module du vecteur P2 est égal au module du vecteur P1. Et donc, au lieu de P2 au carré, on peut mettre P1 au carré maintenant. Plus M2 au carré. Or, P1 au carré, en utilisant le même concept de l'énergie relativiste, eh ben, ça s'écrit E1 au carré moins M1 au carré. Donc ça, il n'y a pas moyen que vous le faites vous-même. Mais c'est très simple, donc je suis en train de vous guider. Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a écrit E2 au carré en fonction de E1 au carré et des masses. Donc on va remplacer ça ici, dans l'expression de S. Donc on a E1 carré moins E1 carré, moins M1 carré plus M2 carré, plus 2 E1 E2. Donc là on a quoi? On a 2 E1 carré, plus 2 E1 E2, moins M1 carré plus M2 carré. Si on prend E1 facteur commun, on peut écrire 2 E1, E1 plus E2, moins M1 carré. Or, si on prend les masses ici et qu'on les emmène là-bas, on a S plus M1 carré moins M2 carré égale 2 E1 sur E1 plus E2. On prend ce E1 plus E2, ou même 2 E1 sur plus E2, on le met en bas, on obtient E1Cm, donc l'énergie de la particule 1 Cm en fonction des masses et de variables de masse du système S. C'est S plus M1 carré moins M2 carré sur 2 E1 plus E2. Or, je viens de démontrer d'après alpha que S égale E1 plus E2 au carré. Et bien c'est racine carrée de S. Et ça, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Après, pour ceux qui ont compris ou qui cherchent à comprendre et qui cherchent à résoudre, vous allez me dire, mais c'est banal quand même. Si vous êtes juste en train de jouer avec les mathématiques. Eh bien oui, on est en train de jouer avec la mathématique. Pourquoi? C'est juste parce qu'on veut que les choses soient écrites en fonction de S. Pourquoi? Parce que S sont des variables, sont des invariants de Lorentz. C'est tout. D'accord? Voilà. Très bien. Eh bien, c'est pareil pour la particule 2. Donc, pour chercher l'énergie de la particule 2, c'est la même chose. Mais là, maintenant, au lieu d'écrire E2 en fonction de E1, on écrit E1 en fonction de E2 avec la même procédure. E1 au carré, c'est P2, C2 plus M2, C4. Les C est égal à 1 parce qu'on est dans le système simple. Donc, c'est P1 carré plus M1 carré. Or, P1 et P2 sont égales en module, ou P1 carré égale P2 carré, parce que c'est le module. Et P2 au carré, je peux mettre E2 au carré moins M2 au carré. Donc j'ai fait l'inverse de la relation d'Einstein, mais c'est la même chose. Ben, je le mets ici, on fait la même chose, et on a E2Cm, qui sera égal à S plus M2 au carré moins M1 au carré sur 2 racines de S. Ce calcul-là, qui est simple, mais vous en êtes responsable. Donc, il est vraiment possible que je vous demande de chercher ces expressions de E1Cm, E2Cm de cette façon-là. Bon. Peut-être que je vous donne moi-même les expressions de S et de T et DU, pour ne pas que ce soit quelque chose de mémorisation, mais l'exercice, l'entraînement, ça va être à ce que vous faites ce calcul-là. C'est pour cela que je vous donne le détail. Donc la démonstration est pareille, hein, exactement pareil pour les énergies E3Cm et E4Cm dans le centre de masse, dans le repère de centre de masse. Vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, on va démontrer la deuxième relation concernant le module de la quantité de mouvement dans le repère centre de masse avant collision. Donc ça, je l'ai écrit avant et on va juste le démontrer. Rappelez-vous, moi je l'ai mis gamma, c'est lambda, pardon, c'est cette fonction de x, y et z. Et bien en fait, de même, là, on utilise l'équation relativiste d'Einstein.
Bon, déjà, on a que les particules possèdent des quantités de vecteurs, quantité de mouvement du module égale. Donc, le module de P1, C1, ce n'est rien d'autre que racine carrée de E1 carré plus moins M1 carré. D'où ça vient? Eh ben, ça vient de E2 égale B2C2 plus M2C4. M au carré C4. Et les C, c'est dans le système somme. Donc, de nouveau, on l'a utilisé de nouveau, mais là, pour écrire P1 égale combien? Or, E1 au carré, on vient de le démontrer tout à l'heure, on l'écrit en fonction de S. D'accord? Donc, ce qu'on a fait, c'est que ici, on a levé 2 racines carrées de S au carré, donc c'est 4S. On a fait dénominateur commun 4S, donc il y a ça ici qui est multiplié avec 4S. Ben, vous prenez 4S dehors, donc ça fait 2 racines de S. Et dedans, vous juste faites le développement. C'est S carré plus M1 carré au carré plus M2. Voilà. On arrange un tout petit peu pour les moins 4 M1 carré S et les 2 M1 carré S pour obtenir moins 2 M1 carré S. Puis si vous regardez ça, ce n'est rien d'autre que lambda, mais maintenant lambda où x, y et z, au lieu de x on a S carré, au lieu de y on a, pardon, au lieu de x on a S, au lieu de y on a M1 carré, au lieu de z on a M2 carré. Regardez. Si au lieu de x vous mettez S, donc x carré, S carré, plus, au lieu de y vous mettez M1 carré, ben, on a y carré, donc M1 carré au carré. Au lieu de z vous avez M2 au carré, et bien là, z au carré c'est M2 au carré au carré. Moins 2xy, c'est moins 2s fois y qui est M1 carré, voilà. Moins 2xz, donc moins 2s, z c'est M2 au carré, moins 2s, M2 au carré. Moins 2yz, donc c'est moins 2 M1 carré fois M2 au carré, et ben voilà. Donc ça c'est lambda. Donc on peut l'enlever, ça sera racine de lambda, qui est fonction maintenant de S, M1 carré, M2 carré, sur 2 racines de S. C'est ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est du calcul. Pareil, hein, exactement pareil pour le vecteur quantité de mouvement de son module après collision. Donc pour les particules finales 4 et 3 et 4. Exactement la même chose. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le repère de la cible fixe? Donc pour le même système, 4 particules, 4 corps différents, et on va chercher les valeurs, les constantes dynamiques ou les entités dynamiques, donc les énergies, la quantité de mouvement, mais en se plaçant dans le repère de la cible fixe. Et bien déjà, dans le repère de la cible fixe, que je dessine ici pour le rappeler, vous savez que il y a deux choses à savoir. D'abord, on considère que les particules P1, ou la particule qui n'est pas cible, donc la particule qui est, comment on appelle ça, la particule qui va vers la cible, on considère qu'elle se déplace selon l'axe des Z, par convention. Et puis la cible possède P2, donc quadrivecteur, P2 égale à 0. Mais, pardon, pas le quadrivecteur, elle possède la quantité de mouvement, donc le vecteur P2 spatial égale à 0. Donc comment ça s'écrit? Ben, vous remarquez que le quadrivecteur P1, il va avoir la partie temporelle qui est l'énergie, donc divisé par C, mais C égale 1. Puis, sur la partie temporelle, Px, Py, Pz. Px, Py sont 0 parce qu'on considère que les particules se placent selon x. Il ne reste que Pz qui sera en fait P de la particule 1. Tout simplement. C'est sa P spatiale, c'est P vecteur. Et puis, le quadrivecteur P2, c'est E2, 0, 0 parce qu'on est sur Z, puis 0 sur Z lui-même parce que la particule ne bouge pas. Alors, d'où vient ce M2 ici? Ben, c'est l'énergie E de la particule quand elle est au repos. Parce que vous savez bien que si on a une particule relativiste, elle possède l'énergie totale égale à l'énergie cinétique plus l'énergie au repos. Et l'énergie au repos, c'est MC2. Or, cette particule-là, 2, elle ne possède pas d'énergie cinétique, mais elle possède juste l'énergie au repos. Donc son énergie totale, et juste c'est
C2, M indice 2, fois C au carré. Mais C égale à 1 dans le système simple, donc il ne reste que M. P3, elle possède la partie temporelle et la partie spatiale parce qu'elle bouge avec une vitesse et elle possède une énergie. D'accord? Donc je peux apprécier que ça va vous prendre du temps pour voir les choses entre spatial et quadrivecteur. Prenez votre temps, mais c'est pas compliqué. Ben maintenant, si on recalcule les expressions de S, T et U, qu'est-ce qu'on va voir? Regardez. S, c'est P1 plus P2 quadrivecteur au carré, comme on a fait avant. Donc c'est P1 carré, P2 carré, plus 2, P1, P2, c'est des quadrivecteurs. Donc P1 mu, P1, P2 mu. Or, P1 au carré, c'est M1 au carré. P2 au carré, c'est M2 au carré. C'est juste le produit scalaire de quadrivecteur P. P1, P2, c'est la partie temporelle moins la partie spatiale au carré. Donc en fait, je vais l'écrire. Regardez. Ça, c'est un produit de quadrivecteur. Donc si vous voulez, c'est P1 mu, P2 mu. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal au carré de la partie temporelle, donc qui sera E2 ou E1, E2, excusez-moi, moins P1 vecteur, P2 vecteur. Par définition, de produit scalaire de deux vecteurs, de deux quadrivecteurs, pardon. Or, dans ce cas particulier, dans le centre de masse, la particule 2, elle possède une énergie M2. On vient de le voir. Et P2 ici, la quantité de mouvement vecteur de la particule 2 est égale à 0 parce qu'elle ne bouge pas. Donc ce produit scalaire, c'est donc que 2 M2 E1 dans le centre de cible fixe. T, c'est P3 moins P1 au carré. D'accord? Donc en fait, là, on a les deux particules, ou bien si vous voulez, la particule 1 et la particule 3, toutes les deux bougent. Donc ils possèdent des vecteurs impulsion P spatial. Donc ça fait quoi? Ça fait P3 au carré plus P1 au carré, qui est M1 carré, M3 carré de la même façon, moins 2 fois, moins, en fait, regardez, je vais l'écrire, moins P3 mu, P1 mu. D'accord? Donc je vais mettre moins, voilà. P3 mu, P1 mu, c'est quoi? C'est E1, pardon, E3, E1, dont le repère centre cible fixe, moins P3 vecteur, scalaire P1 vecteur. N'est-ce pas? Voilà. Et bien maintenant, si vous mettez ça ici, ben, il y a déjà le 2 qui vient du carré, puis le moins qui multiplie ce moins là, donc on a un plus avec le 2. Et puis P3 vecteur, produit scalaire P1 vecteur, c'est le module de P1. Enfin, le module de P3, il faut cosinus l'angle entre les deux. D'accord? Et comme vous avez vu dans le formalisme ou dans la situation, on a P2 ici, on a fait P3 et P4. Là, on a P3. Là, on a P4. Et là, on a P1. P2 égale à 0. Et bien, c'est ça l'angle. Hein. Θ, CF, dans le repère centre de masse. Cible fixe. Voilà. Donc, on va voir comment on va les calculer tout à l'heure. Et puis, finalement, U. Ben, il suffit de calculer U autrement parce qu'en fait, on démontre ça dans les exercices, mais la somme S plus T plus U pour un système à 4 corps qui possède des masses différentes, c'est égal à la somme des masses au carré.
Ben, tout simplement, si on a cherché S, on a cherché T, et donc U, c'est la somme des masses au carré moins S moins T. D'accord? Donc maintenant, comment on a fait ce calcul? Comment on va faire ça? Ben, on va le voir tout à l'heure, hein, mais avant, on va noter les valeurs des entités dynamiques dans le repère de centre de cible fixe. Donc, pareil, hein, E carré égale P carré plus M2. Je rappelle encore une fois, donc ça vient de P1, P2, C2 plus M2, C4. Mais les C sont dans le système international, le système naturel. Donc, si on implémente ces relations-là, comme on a fait avant, on va obtenir l'énergie de la particule 1. L'énergie totale, c'est S moins M1 carré moins M2 au carré sur 2M2. On va voir le calcul plus tard. Le module comment on appelle ça, le module de la quantité de mouvement de la particule 1 est donné par cette relation, racine carrée lambda fonction de S M1 carré M2 carré sur 2 M2. L'énergie de la particule 2 qui est au repos, c'est l'énergie de repos, donc c'est MC2, mais C c'est égal à 1, donc c'est M de la particule 2. Et la quantité de mouvement de la particule 2 qui ne bougeait pas égale à 0. D'accord? Donc comment on va faire le calcul? Donc dans le repère de centre de masse, là les quantités de mouvement sont comme ça. Donc on a une quantité de mouvement de P1 CF, mais P2 égale 0. Pareil, S c'est P1 plus P2 quadrivecteur au carré. Quadrivecteur au carré. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est M1 carré plus M2 carré plus 2 E1, E2 moins P1, P2, parce que ça c'est le produit scalaire P1 mu, P2 mu. Or P2 égale à 0, donc il ne reste que E1, E2. Or E2, c'est l'énergie de la particule au repos, c'est M2. Donc on a M1 carré plus M2 carré plus 2 E1, M2. Alors vous faites juste l'arrangement des choses. Donc S moins ça égale 2 E1 sur M2. Donc E1 égale S moins M1 carré moins M2 carré sur 2 M2. C'est facile. C'est qu'il fallait démontrer. Pour le vecteur quantité de mouvement, encore une fois, l'énergie relativiste d'Einstein, P égale racine carrée de E carré moins M1 carré. Avec E1, on l'a écrit déjà en fonction de ce qu'on a obtenu. On fait des dénominateurs communs, on fait sortir 4M2 au carré, ça nous fait 2M2. Et là, c'est racine carrée de ces valeurs-là si on développe ça. D'accord? Et bien, vous allez vous rendre compte que, encore une fois, ça, c'est l'expression de lambda. Ce qui nous donne que P1 égale à lambda S M1 carré M2 carré sur 2M2. Ce qu'il fallait démontrer. Et ben voilà, maintenant qu'on a trouvé les expressions des quantités dynamiques dans chacun des repères, et on a pu calculer S ou donner les extensions de S dans chacun des repères, maintenant on va voir pourquoi déjà on a tout fait, et pourquoi on a défini, et pourquoi on a calculé les expressions de S, T et U qui sont les variables de Mandelstam. Parce qu'en fait, on peut faire nos calculs dans le repère de cible fixe, puis trouver les quantités dans le repère de cible centre de masse, enfin de repère de centre de masse, pardon. Ou l'inverse, on peut faire le calcul dans le centre de masse et puis recalculer les choses dans le repère de la cible fixe. Et comme je vous ai dit, dans ça dépend des situations et dépend du problème. Donc vous voyez, si on commence avec le repère de cible fixe, on peut chercher P1 et P2, parce qu'on aura les masses et on aura l'angle, donc on peut chercher P1 et P2. À partir de P1 et P2, si vous revenez sur la cible fixe, à partir de P1 et P2, on peut calculer S. Donc si on calcule S dans le repère de centre fixe, cible fixe, pardon, ST et U, on va utiliser ces valeurs de ST et U pour calculer E1, E2 et P dans le repère de centre de masse. Pourquoi? Parce que finalement, dans le repère de centre de masse, on a vu que voilà, les énergies sont en fonction de S et des masses. Oh, voilà. Donc si on a déjà calculé S, T et U, surtout S, dans le repère de la cible fixe, on peut utiliser cette même valeur dans le repère de centre de masse avec les masses données et on obtiendra
ces quantités d'énergie ou les quantités de mouvement. Voilà. Et vice-versa. Et vice-versa. Donc on va essayer de faire un exercice là-dessus.